Bonjour et merci d'être toujours au rendez-vous de On ne vous demande pas d'y croire. Alors à la compagnie le docteur Danwantari et le docteur Nidhi, ces deux médecins ayurvédiques que j'ai reçus il y a quelques semaines. Et elle va nous parler de Vastu Shastra. Alors vous l'aurez compris, l'Inde sera bien sûr très présente tout au long de cette interview. Anne, bonjour. Namasté. Namasté et merci d'avoir accepté de revenir vous faire interviewer. Merci de m'accueillir et me donner l'opportunité de parler de cette magnifique science et énergie du Vastu. Alors racontez-nous, qu'est-ce que le Vastu Shastra? Alors, le Vastu Shastra, d'abord c'est une science, la science de la manifestation de l'énergie dans la matière. C'est une science qui est à la fois universelle, mais dont l'origine, c'est effectivement l'Inde. Elle a des origines très anciennes, puisque antérieures aux Védas, qui sont déjà des textes millénaires, et on a pu situer maintenant à moins 12 500 ans les premiers textes, les premiers écrits sur des feuilles de palmier et en vieux tamoul antérieur au sanskrit. Donc on a eu les premiers traités qui s'appellent Shastra, traités, concernant le Vastu. Cette science, elle s'appelle Vastu Shastra, traité du Shastra qui veut dire habitation. D'accord. Ou Vidya, Shastra Vidya, la connaissance sur l'habitation et l'énergie de l'habitation. Mais maintenant, en Inde, il y a un mouvement, on a tendance à l'appeler science mayonique, puisque là-bas, comme ici, il y a une espèce de petite habitude de mélanger des choses, la géobiologie, le feng shui, le vastu, et donc on ne sait plus ce qu'on appelle vastu. D'accord. Donc on revient à l'origine, qui est Mahamuni Maya, qui est la personne qui a écrit le Pranava Veda, qui est un commentaire sur le Vastu Shastra. Donc vous voyez, ça remonte à des milliers d'années, et ça remonte même à, alors légende ou pas, mais à un continent qui serait situé au sud de Kanyakumari, donc la pointe sud de l'Inde, et ce continent immense qui reliait l'Australie, Madagascar, l'Afrique, et ce continent qu'on appelle aussi la Lémurie. D'accord. Et l'existence de ce continent qui a ensuite été submergé, voilà ce que disent les textes, les paroles sur ce lieu-là. Enfin, l'immensité de ce continent explique pourquoi la connaissance du Vastu, on la trouve aussi bien en Inde qu'à Madagascar, que aussi en Amérique du Sud et notamment au Mexique, chez les Mayas. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est une science des énergies, la façon de poser des objets, les couleurs? C'est un peu comme le feng shui? Alors c'est, on va dire, l'arrière-grand-mère du feng shui, mais contrairement au feng shui, c'est une science qui est beaucoup plus structurelle. On va s'occuper plus que de la déco. Bon, bien sûr, on peut avoir un petit avis là-dessus, mais plus que de la déco, on va s'occuper de l'orientation. On va s'occuper en fait de faire en sorte que ce bâtiment, qu'il soit pour l'habitation ou pour le travail, ou pour il y a des temples aussi, donc pour la prière, les mantras, eh bien on va faire en sorte que ça soit aligné et en harmonie avec les énergies du cosmos, les énergies de l'univers. Et à partir du moment où le lieu est aligné, eh bien, il y a comme une espèce de synchronisation entre les énergies cosmiques, on peut même dire les énergies, certes de la nature, mais du cosmos, mais des énergies de la source, et l'énergie des habitants. Donc c'est quelque chose de magnifique, parce que en vivant dans une maison qui est harmonisée Vastu, on est vraiment au maximum de son potentiel, de son développement. Et on a, disent les textes, on est dans la paix, on est évidemment centré, mais on est aussi dans une certaine prospérité, dans une certaine créativité. D'accord. Voilà. Une harmonie. Une harmonie, sur tous les plans. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le Vastu Shastra? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles, mais finalement on parvient à les connaître relativement aisément. En fait, il faut distinguer deux grandes parties dans le Vastu Shastra. La première, qui est surtout développée en Inde,
mais pas que, aussi aux USA maintenant, c'est la science de l'architecture. Donc là, il y a un nombre incalculable de règles, on va jusque dans l'infinie précision, parce qu'il y a une responsabilité énorme. Si on se trompe, on peut provoquer aussi des choses plutôt négatives. Donc ça, c'est du côté de l'architecture. En Europe, on va plutôt développer une partie du Vastu qui est l'harmonisation de l'existant. Parce que personne ne connaît le Vastu. Très très peu d'architectes travaillent de cette façon-là, où il n'y a pas de demande pour ça parce que les gens ignorent. Donc on va plutôt s'occuper des lieux déjà existants et d'essayer de les ramener dans une énergie d'harmonisation Vastu. Alors, si un immeuble est mal orienté, c'est difficile de le réorienter. C'est vrai, objectivement c'est difficile, mais dans le Vastu Shastra, enfin dans les corrections, dans l'harmonisation, on peut, rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. C'est-à-dire qu'on va effectivement pas toucher à la structure même de l'immeuble, mais avec un certain nombre de matériel très petit, sans rien toucher à l'existant. Hein. Par exemple ici, si on faisait le Vastu, on toucherait ni au canapé, ni au micro, etc. Mais avec un certain nombre de petits matériels qui, à partir de marbre, de cuivre, mais pas seulement, on arrive à redessiner une structure qui soit en synchronisation avec l'énergie de la nature et avec ce que l'immeuble peut donner au maximum comme belle énergie. Alors c'est quoi les bases? Il faut que ça soit vers le nord, vers le sud, sud-ouest? Expliquez-moi. Oui. Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, on regarde si la qualité de l'énergie. Est-ce qu'elle est giratoire? Est-ce qu'elle est anti-giratoire? Comment elle est mesurée cette énergie? En fait, ça va dépendre de l'hémisphère nord-sud, bon, ça c'est pas très compliqué, mais surtout pour nous dans l'hémisphère nord, on va observer les pentes, on va observer les cours d'eau et on va à partir de là déterminer si la giration elle est plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse. Voilà. Donc ça c'est un travail très spécifique, cas par cas. Hein, on ne peut pas dire scientifique. Ouais. Voilà. Donc on commence déjà par déterminer la giration. Ensuite, on va déterminer le dynamisme, autre qualité de l'énergie. C'est-à-dire, est-ce que quand on rentre dans le lieu, on a une énergie plutôt statique, assez lourde, voilà, quelque chose de... Là, c'est l'humain qui rentre en compte, c'est l'humain qui va ressentir les énergies? Alors, on le ressent, mais ce qui va rentrer en compte objectivement, c'est l'orientation par rapport au cardinal. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment nord, sud, est, ouest? Est-ce qu'on est plutôt en diagonale par rapport à cette orientation? Et selon les cas de figure, on va du complètement statique au complètement dynamique, voire invivable. Chaotique. Voilà, chaotique. Mais ce qui est magnifique, c'est que tout se corrige. Hein. Donc il y a des lieux plus ou moins facile à harmoniser en fonction de l'état premier, mais tout se corrige. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'eau à côté? On est sur une île, oui. Si c'était pas Vastu Shastra, enfin je sais pas comment on dit le terme, mais on est entouré d'eau. Donc est-ce qu'on est bien harmonisé? Alors, en général, la proximité de la mer, en tout cas dans les 2 kilomètres qui sont près du rivage, ça a tendance à harmoniser vers le plus. Voilà. Donc même s'il y a des soucis, disons, qui sont un petit peu amoindris par cette proximité. Maintenant, il y a des choses qu'on va aussi voir au niveau du sous-sol. C'est-à-dire, effectivement, si la maison est construite sur une faille, le sous-sol encore, c'est souvent assez tourmenté du fait des roches. Donc sur une faille, sur des nœuds comme ça, un peu de roches compliquées, ou sur un cours d'eau. Cours d'eau, c'est mauvais ou... C'est plutôt négatif, Alors si en plus on a une faille avec un cours d'eau et un nœud tellurique qu'on va appeler le nœud de Hartmann, alors là c'est franchement ce qu'on appelle un point cancer. Voilà. Alors comment on remédie à ça? Alors point cancer... Bon, je tiens quand même à relativiser et à nuancer. En fait, ces points-là, ils sont extrêmement négatifs lorsqu'on reste longtemps dessus. Donc c'est vrai que si on a un lit, parce que là on est en vigilance minimum quand on dort, on lâche un peu, on lâche beaucoup, et que toute notre énergie est pompée,
là, ça peut devenir embêtant. Quand on est devant un bureau toute la journée, qu'on ne bouge pas et qu'il y a un nœud Hartmann sous le siège, évidemment, il y aura une grosse fatigue pour la personne. Et ça peut se corriger. Ça peut se corriger très simplement. Et avec ce petit matériel, où maintenant nous on travaille aussi sans matériel, parce qu'en fait cette énergie Vastu, on va dire que maintenant, avec nos mots d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une science quantique. D'accord. Voilà. Comment ça a été réadapté, puisque vous me dites qu'elle a 12 000 ans ou... Oui. 12 000 ans. Oui. Parce que maintenant il y a de nouveaux matériaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux qui peuvent être nocifs? Non. De l'amiante par exemple. L'amiante n'était pas utilisée dans les années... il y a 12 000 ans je pense. Bien sûr. Alors effectivement, toutes ces nouvelles pollutions, je dirais, elles n'existaient pas il y a des milliers d'années. On était beaucoup plus simple, sobre et plus près de la nature, des énergies simples de la nature. Il y a des règles de géobiologie qui peuvent s'appliquer quand on fait le Vastu, on peut compléter. Mais on a quand même des techniques très puissantes pour se couper énergétiquement ou de certains lieux nocifs, de certains matériaux nocifs, ou pour neutraliser certaines choses. Donc voilà, on jongle, c'est au cas par cas, à partir du ressenti, comme vous l'avez dit. Mais c'était des techniques technologiques ou des techniques de transmission d'énergie? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on va commencer avec du matériel, certaines coupures, mais pour pouvoir valider, d'abord ressentir ce qui se passe dans le lieu, ensuite valider ce qu'on va faire, il faut le ressenti. Et ça, c'est vraiment cette partie qu'en Inde, on appelle... en Inde, on considère qu'on a 5 corps, 5 corps énergétiques. Le premier, c'est le corps de matière, le Annamaya Kosha. Le second, Pranamaya Kosha, c'est le corps d'énergie. Le troisième, c'est le corps mental, la cognition, l'intelligence cognitive. Et le quatrième, Vijnaya Maya Kosha, c'est le corps d'intelligence intuitive. Donc on va se mettre en phase avec cette partie de nous. Le cinquième, juste pour être complète, c'est Ananda Maya Kosha, là c'est le corps de béatitude qui nous relie à la source, à plus haut que nous. Donc ce Vijnaya Maya Kosha, ça permet c'est notre intelligence intuitive, mais il va falloir développer ça, développer cette sensibilité, l'améliorer. Je dois dire que la science du Vastu, elle est exceptionnelle pour pouvoir développer cette intuition et ces ressentis. Même si on arrive comme ça avec juste notre bonne volonté, pas du tout d'expérience dans l'énergétique, petit à petit avec le Vastu, parce qu'il y a une communication comme ça, c'est une énergie tellement puissante c'est aussi une énergie d'évolution, de transformation et d'élévation. Et est-ce qu'on vous appelle donc pour réharmoniser des lieux? On nous appelle pour réharmoniser des lieux professionnels, des lieux d'habitation, plus ou moins grands, des appartements, des très grandes structures, des lieux historiques, des lieux récents. Oui. C'est pas très officiel tout ça. Officiel, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que l'État autorise de travailler avec le Vastu? Ah, alors là, je me suis jamais posé la question. Pour moi, ça va de soi. Est-ce que c'est un métier déclaré? Alors, je ne sais pas si, évidemment, on ne va pas voir apparaître consultant Vastu Shastra, mais on verra énergéticien. Voilà, ça va être un peu dans cette grande enveloppe-là. Ou alors, si on est architecte, on peut développer, évidemment, offrir cette partie de connaissances aux personnes qui font appel à vous. D'accord, parce que je me dis qu'en Inde, c'est culturel. Ah oui, mais alors en Inde, il n'y a pas une construction qui se fasse sans qu'on fasse appel à un consultant ou un architecte Vastu, ça c'est évident. Quelqu'un qui fait une entreprise en Europe, est-ce qu'il n'a pas peur d'être décrédibilisé s'il fait appel à un expert en Vastu? À mon sens, ça va vraiment maintenant se propager. Décrédibiliser, non, je ne pense pas. C'est-à-dire que lui, le commerçant, et je vous assure, va voir le résultat sur son chiffre d'affaires. Donc, à un moment... il s'en fout d'être décrédibilisé un petit peu au début. Je ne sais pas s'il en fera une image de marque ou il le travaillera dans la communication, peut-être, peut-être pas. Mais je connais certains lieux où il y a visiblement des gens qui en font appel et c'est des grandes enseignes. Et ils communiquent là-dessus ou pas? Non. Non. Pour l'instant, non. Voilà, on n'est pas encore prêt. Non, je ne pense pas.
Mais en même temps, ça commence à exister concrètement dans le tissu commercial ou industriel. Voilà. Et quand vous rentrez dans un appartement ou dans une entreprise, vous le ressentez? Oui. Vous le ressentez? Comment vous faites? Vous avec les mains ou comme ça de suite? Non, je ressens. Ça, c'est vraiment la pratique. Une certaine expérience, une certaine pratique, l'outil fondamental pour travailler l'énergie et l'intuition, la sensibilité, c'est la méditation. D'accord. Voilà, donc à partir de là, il y a... Et puis c'est aussi un moment quand on apprend le Vastu, en tout cas pour moi c'est mon expérience, il y a une espèce de tourbillon, quelque chose qui se passe, qui fait qu'on sent qu'on est vraiment connecté à ça et relié, et que je peux dire maintenant qu'on en reçoit même des enseignements du Vastu Shastra directement. Il vous parle? Oui. À haute voix? Non. En tout cas, il y a des informations qui viennent. Ouais. Il y a des informations qui viennent et qui peuvent être... symboliques? Non, mais à haute voix, voilà, que j'entends, ou une compréhension comme ça. Et évidemment, le ressenti aide énormément, puisque soit ça fait des scrunch, soit c'est au contraire très harmonieux. Et donc ça permet de ressentir les choses. Alors là, on a parlé un petit peu des énergies structurelles. Il y a aussi la question des mémoires dans les lieux, mémoire des murs, mémoire... C'est-à-dire si les murs ont connu des atrocités... Voilà, par exemple, il y a aussi des énergies... Alors ça peut être en positif, évidemment. De très belles histoires d'amour. Bien sûr. Mais quand c'est en plus compliqué, quand c'est plus négatif, il y a de la violence, voilà, il y a une certaine restriction, il y a une certaine... une souffrance qui se ressent. Il y a aussi des énergies négatives qui sont là. Ça peut être des traces des anciens habitants, ça peut être une configuration structurelle tellement compliquée, tellement négative en soi que ça draine des énergies de l'extérieur qui sont elles plutôt négatives. Donc on ressent ça aussi et on travaille à harmoniser ou à faire partir. Mais très souvent, quand il y a de l'énergie, c'est la dernière partie de la correction, parce que quand on harmonise le lieu, on augmente le niveau vibratoire. Et parfois, ça suffit à faire partir ce qui était en trop. Parfois, ça ne suffit pas, et on a aussi des pratiques qui nous aident à nous relier à ces énergies dans l'amour et la lumière, pour leur montrer qu'il y a sûrement des lieux plus adaptés pour elles. Alors quelle transformation vous faites? Changer la luminosité, une couleur, des meubles, vous déplacez? Pas du tout. On touche à rien. Vous touchez à rien? On touche à rien. La seule chose auquel on peut toucher, on demande aux gens de toucher, s'ils sont OK évidemment, c'est les miroirs. Parce que ça c'est assez simple à faire. Par exemple, un miroir qui est face à une porte d'entrée, voilà, ça tombe sous le sens. L'énergie rentre par la porte d'entrée, l'énergie de l'espace public. Voilà, c'est parce qu'on va aussi guider l'énergie. Une fois on va la guider à l'intérieur de l'espace. Mais si en face de la porte, il y a immédiatement un miroir qui va nous renvoyer l'énergie vers l'extérieur, va de soi que le niveau énergétique à l'intérieur, il sera très terne, très terne. Vous l'harmonisez, le lieu, de façon vraiment énergétique, en pensant... Avec aussi des petites choses comme des petits morceaux, des petites pièces de cuivre qui vont attirer ou repousser l'énergie, des petits cubes de marbre, ou certains yantras en Inde, il y a des images, en fait des fréquences de vibratoires qui vont attirer, repousser l'énergie. Mais il y a très peu de matériel. Très peu de matériel. Il y a des prières? Alors, on peut utiliser des mantras, d'abord pour se relier d'abord. On ne fait pas comme ça, dring, on sonne chez les gens et on arrive... non, on va se préparer. Bonjour, on vient tout nettoyer. Voilà, on se prépare. En tout cas, le praticien se prépare, ça veut dire se relie, se ressente, se verticalise et à l'écoute purifie ses propres énergies. Voilà. Pour être vraiment dans cette écoute très subtile, c'est une science très subtile du Vastu et écoute très subtile du lieu et évidemment écoute très subtile des habitants ou des propriétaires. Parce qu'on va rien faire dans ce lieu qui ne soit pas conforme déjà aux désirs des personnes qui sont toujours là au moment de l'harmonisation
et qui ne soient pas conformes à leur énergie. Ça dure combien de temps? Oh, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, sans parler du terrain, hein, entre un grand appartement, ça peut faire la demi-journée, une maison, oui, une grosse demi-journée à 2, parfois à plus. S'il y a du terrain un peu compliqué, alors là, ça peut aller au-delà. Ça prend du temps. Alors vous qui avez l'expérience maintenant, est-ce qu'il y a plus d'énergie négative ou positive? Dans l'absolu? Dans l'absolu. Autre question que je ne me pose pas du tout. C'est le truc qui m'intrigue, moi. Oui. Est-ce qu'on est plus dans le bien ou est-ce qu'on est plus dans le mal? Alors, est-ce que... ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. Ça n'a strictement rien à voir. Dans le positif, le négatif? C'est simplement, est-ce que c'est une énergie qui va nous permettre d'être au mieux qu'on puisse être? Et dans notre dharma, comme on dit en Inde, c'est-à-dire dans notre mission de vie, comme on dit en Europe, comme on commence à dire ici, est-ce que c'est une énergie porteuse pour ça, ou est-ce que c'est une énergie tellement lourde, tellement tourmentée, que peut-être même on risque de perdre la santé à habiter un tel lieu. Et les gens qui vous appellent, c'est qu'ils déjà ils ont perçu un problème. Alors, soit ils ont perçu un problème, soit ça les intrigue. Ça peut être aussi une maison qui ne se vende pas, donc à bout d'arguments, ils en viennent à des choses qui leur paraissent un peu plus ésotériques, mais qui sont extrêmement efficaces. Ouais. Alors c'est quoi la différence donc avec le Feng Shui? Alors je pense qu'il faudrait une vie sans doute pour expliquer ça. Moi je ne suis pas une spécialiste de Feng Shui. Le Feng Shui a mieux fait sa com, on va dire. Oui. Je connaissais le Feng Shui mais je ne connaissais pas le Vastu. C'est-à-dire le Vastu il fait sa com en Inde et dans tous les pays où il y a l'hindouisme. Donc c'est quand même une bonne partie de la planète. L'énergie Feng Shui comme les énergies Vastu sont reliées aussi à l'astrologie, aux astres. Alors je ne voudrais pas caricaturer le Feng Shui parce que je ne le connais pas, mais j'ai l'impression, quand j'ai fait appel moi-même à des spécialistes, des experts Feng Shui, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en mouvement permanent. Alors que dans le Vastu, c'est structurel, on fait la correction, ça dure. On n'est pas obligé, parce que telle planète a bougé, ou on est dans une autre saison, on n'est pas obligé de remanier les choses, ou passer la chambre à coucher dans le bureau, etc. Maintenant, je ne peux pas en parler plus. Le Vastu, c'est vraiment structurel, c'est extrêmement puissant. Je pense que l'ancien Feng Shui traditionnel, peut-être pas celui qui est le plus importé chez nous, était aussi extrêmement puissant et relié aux énergies. Dans le Vastu, on est relié aux 5 éléments. Les maisons, les habitats sont reliés aux 5 éléments. L'élément éther, l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. Ne me demandez pas où ils sont placés parce que ça va dépendre de l'orientation. Mais en tout cas, ils vont jouer leur rôle. En Feng Shui, il y a aussi des éléments qui sont différents, mais ça ne sera pas la même chose. Donc, à la limite, il faut choisir un système parce que ça correspond plus à notre culture, à notre façon d'être, à notre... Il n'y a pas à les mettre en concurrence, c'est de belles traditions. Et à votre avis, le monde occidental va s'ouvrir de plus en plus vers le Vastu? Oui. Ce que je ressens, mais là c'est intimement, énergétiquement, profondément, c'est que maintenant, l'heure du Vastu est arrivée pour l'Occident. Parce qu'on est en recherche, beaucoup de gens sont en recherche, parce qu'il y a tellement de difficultés peut-être qu'on est ouvert à d'autres choses qui viennent d'ailleurs, et puis parce que l'énergie Vastu en elle-même, elle est tellement puissante qu'elle aussi, elle fait une espèce de forçage là pour... Elle fait sa propre communication. Exactement. Puis grâce à Internet, je pense que ça va plus vite et les gens sont de plus en plus au courant facilement. Sans doute. Quand quelque chose marche, c'est ça. On le sait au niveau mondial très rapidement. C'est ça. Mais le Vastu marche. Alors marcher, ça veut dire quoi? Ça dépendra de... Je pense pour un industriel, ça veut dire ça va lui faire gagner de l'argent, tout simplement. Voilà, tout à fait. Ça c'est avéré. C'est avéré à chaque fois. Évidemment, on demande des retours après aux personnes et on a des retours en termes de chiffre d'affaires. Il y a toujours... L'énergie Vastu est tellement puissante que quand elle s'installe, elle provoque des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Positif, mais parfois ça remue. Vous voyez, parfois ça remue. Et il y a des choses qui se passent, il peut y avoir mais en tout cas la finalité est toujours positive. Sauf si vous n'aimez pas quelqu'un et vous lui mettez un truc qui n'est pas du tout Vastu, qui est négatif, on va dire, une espèce de magie noire.
Oui, alors il y a de la magie noire, je ne sais pas comment appeler ça, peu importe, en tout cas quand on la ressent, on sent que c'est vraiment négatif, on travaille dessus. Déjà en élevant le niveau vibratoire, et là il y a plein d'autres, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot technique, ça vaut plutôt connaissance, parce que ça passe par le plus profond de l'être, où on se relie, à des énergies positives, mais chacun peut développer une puissance par rapport à ça, et ça ne résiste pas trop longtemps. Voilà. Est-ce qu'il faut que les habitants y croient qu'il y a besoin de l'énergie positive du propriétaire, de l'industriel? On ne demande pas aux personnes d'y croire, tout à fait adapté au titre de votre émission. On ne demande pas d'y croire, c'est plutôt une histoire de ressenti. Et après, il y a des expériences que les gens peuvent faire eux-mêmes. Par exemple, on sait que on prend juste l'orientation à l'est. Si on travaille, ou un enfant, un étudiant, voilà, son bureau est à son bureau et travaille face à l'est, on sait que ses énergies sont beaucoup plus verticales, axées, centrées, et que du coup la concentration sera là, il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Ça c'est maintenant quelque chose de vérifié. Là vous pouvez taper sur internet et vous allez trouver ça. Je vous fais totalement confiance. Mais voilà, il y a des choses comme ça que les gens peuvent ressentir, mais surtout ils sont avec nous dans la correction, donc on leur demande qu'est-ce que vous ressentez là, et là ils disent ah mais là c'est compliqué. Hier on était avec une personne qui nous a dit ouh là là, mais là ça tourne au moment où on était en train de corriger, le temps de s'adapter. Bon là l'énergie était très forte à ce moment-là, elle s'est ensuite rééquilibrée. Mais le temps de s'adapter, et voilà, les gens ressentent au moment même du changement d'énergie, du changement énergétique. C'est quelque chose qui est très... On a des ressentis physiques. Voilà, ressentis physiques. C'est très beau. Quand on vit ça ensemble, avec les habitants, avec les personnes qui travaillent autour du Vastou, quand le Vastou marche, comme vous dites, on le sait tout de suite parce que tout à coup, il y a un sentiment intérieur de joie immense. On est débordé par cette joie et le lieu s'harmonise dans cette joie. Alors Anne, je sais que vous avez aussi d'autres cordes à votre arc. Oui. Parlez-nous-en. Alors, il y a l'Ayurveda, puisqu'on s'est déjà rencontrés dans ce cadre-là. Nous, on reçoit des personnes pour faire des bilans ayurvédiques, voir un petit peu où ils en sont et essayer de répondre avec les outils, les réponses de l'Ayurveda à différents problèmes de santé physique ou de mal-être. Voilà, donc ça c'est passionnant. Moi, je reçois les gens très longuement parce que j'ai très envie qu'ils comprennent d'abord ce que c'est que l'Ayurveda, et puis pourquoi ils en sont là, et comment faire pour y remédier, pour qu'il y ait un petit travail qui se fasse tranquillement dans la conscience. Comme le Vastu, l'Ayurveda c'est aussi une connaissance de conscience. Et voilà, petit à petit, tranquillement, sans violence, sans heurts, les gens mettent en place ce qu'ils peuvent à leur rythme. Donc ça c'est superbe, et c'est une connaissance qui est tellement belle et qui elle aussi va aller dans le sens de la transformation, l'évolution, faire la sadhana des personnes qui vont sur leur chemin, que j'enseigne l'Ayurveda. Donc ça c'est aussi très, très beau de voir les personnes petit à petit baigner là-dedans, prendre conscience et ressentir aussi cette joie qu'on peut avoir quand on est là-dedans. Vous avez une association? On a une association qui s'appelle Une goutte d'eau dans la mer. Voilà, c'est petit, mais en même temps, c'est l'image de la goutte d'eau dans la mer, c'est l'image du mantra. Le mantra, puisqu'on enseigne et on transmet plutôt qu'enseigner la méditation et les mantras. Le mantra, c'est donc une vibration particulière qui va résonner d'une certaine façon et petit à petit faire des ondes de forme qui elles aussi vont prendre de l'espace dans nos corps énergétiques et au-delà et faire un certain travail. Et plus on avance là-dedans, plus justement avec ces mantras, avec la méditation, avec la connaissance du Vastu, la connaissance de l'Ayurveda, on développe cette sensibilité et on ressent de plus en plus nos corps subtils, ce qu'on ressent, et on voit de plus en plus ce qui semble invisible comme ça en premier abord. Donc on fait aussi des soins énergétiques. D'accord. Voilà. D'accord. Et qui permettent selon les demandes des personnes,
avec des petits outils de l'Inde aussi, qui sont des yantras, des certaines fréquences, de ressentir ce qui se passe dans le corps de l'autre et de pouvoir harmoniser, enlever, remettre de la lumière, remettre de l'onctuosité. Enfin, voilà, on travaille de cette façon. C'est toujours des choses magnifiques parce que quand les gens commencent à retrouver leurs énergies, à se réaligner, il y a toujours des beaux messages qui arrivent. Bien sûr. Vous organisez aussi des voyages ? Alors, on accompagne des personnes dans leur voyage en Inde pour la découverte des énergies magnifiques de l'Inde. C'est vrai que l'Inde, ça peut faire peur parce que les personnes ne connaissent pas. Tout le monde nous dit, oh là là, il y a de la misère, ils ont peur d'être heurtés. Moi, c'est plus ça qui me rebute, je vous avoue. Alors, en tout cas, pour ce qui nous concerne, pour l'instant, ça évoluera peut-être, mais pour l'instant, on est plutôt centré sur l'Inde du Sud, dans le Tamil Nadu ou le Kerala, et cette misère, on ne la voit pas là-bas. D'accord. On ne la voit pas. Il y a une énergie de douceur, de tranquillité, c'est très, très pastoral au niveau des... Les gens sont très souriants, voilà, c'est magnifique. Et notre rôle, c'est de guider les personnes pour aller plus facilement. Bon, c'est plus facile que de prendre son guide du routard et d'aller voir à droite, à gauche, d'aller vraiment tout de suite dans les lieux qui vont... développer en eux quelque chose, ouvrir une partie de leur être. Et ce sont toujours des initiations. Les gens reviennent toujours avec une certaine transformation, ont très envie d'y retourner. Et pour certaines personnes, ils retournent très régulièrement. Voilà, c'est comme un passage obligé dans l'année pour aller dans ce lieu source qu'est l'Inde. Justement, est-ce que vous continuez à apprendre et à ressentir toutes ces énergies à force d'y aller? Parce que c'est pas la première fois que vous y allez. Non, on y va très très fréquemment et très longuement maintenant. On a cette chance, enfin du moins on a créé cette possibilité. Bien sûr, on apprend tout le temps. On apprend à chaque fois qu'on fait une correction Vastu. On apprend à chaque fois que je reçois quelqu'un en Ayurveda. J'apprends. Chaque soin énergétique est un enseignement aussi pour nous. Chaque lieu en Inde, à nouveau, un approfondissement, un enrichissement. C'est une expansion. C'est ça qui est magnifique. C'est pas bon, ben voilà, terminé, on sait. Non, ça n'existe pas. Dans ce domaine des sciences védiques, on s'intéresse beaucoup aussi à l'astrologie. Je pense que je vais reprendre maintenant un petit peu les consultations d'astrologie pour aider les personnes à se repérer dans leur chemin de vie. Et en tout cas, ça sera très utile pour moi au niveau du Vastu, quand on travaille sur la construction, et puis au niveau de l'Ayurveda, pour savoir dans quelle période astrologique est la personne, si elle a trop de feu en elle, est-ce que ça provient que d'elle, ou est-ce que c'est aussi en connexion avec des énergies plus cosmiques. Est-ce que c'est pareil que l'astrologie occidentale? Non, c'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil du tout, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de ressemblances avec l'astrologie occidentale avant Nostradamus. Ah d'accord. Voilà. Mais depuis Nostradamus, l'astrologie occidentale, elle ne tient pas compte de la précession des équinoxes. Et en Inde, on travaille, je dirais, en temps réel avec les astres, là où ils sont aujourd'hui, au moment présent. Et l'astrologie tient toujours une place très importante, ça fait partie des sciences. Elle n'est pas prédictive, on ne va pas savoir si on va gagner au loto, voilà, je ne sais j'allais vous poser une question bête, est-ce qu'ils ont un horoscope? Non, ça ne sert pas à ça. Ça sert surtout à savoir qui on est, à mieux se connaître, à aller dans le sens du développement de notre personne, notre âme, à choisir les bons partenaires, peut-être aussi dans le travail. Ça correspond un petit peu quand on fait les thèmes astro. Oui. Oui, mais on ne vous dira jamais, bon, dans 2 ans, voilà ce qui va se passer. Oui. Hein, au contraire, on va dire, si vous ne tenez pas compte de votre thème, là, peut-être que vous allez droit vers quelque chose de compliqué. Mais c'est une astrologie géniale parce qu'il y a des remèdes. Ah. Donc, il y a l'utilisation de certains mantras, il y a certains yagyas, c'est-à-dire certaines cérémonies où on convoque certaines énergies. Il y a les pierres précieuses qui peuvent nous aider parce qu'elles nous correspondent, elles correspondent aux astres qui nous gouvernent. Et puis, je dirais qu'avant tout, il y a cette conscience. Quand on sait à peu près dans quelle période on se situe, on comprend mieux
pourquoi on réagit de telle façon à ce moment-là. D'accord. Et on avance. Il y a des solutions, donc on n'est pas dans la fatalité. Pas du tout. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Et ça, vraiment, j'en ai la preuve systématiquement quand je vais en Inde, j'amène les personnes dans certains lieux incroyables, ou quand on fait appel ici à des astrologues védiques. Et vraiment, si les gens sont dans cette écoute et se disent, bon, après tout, on a demandé, donc on fait ce qu'on nous dit, là, c'est toujours extrêmement positif. C'est optimiste en fait l'Ayurveda. C'est très optimiste parce qu'on est fait pour être dans l'harmonie. Notre Terre, notre planète, elle est dans l'harmonie. Le cosmos répond à des règles d'harmonie. Donc si simplement on se réaligne par rapport à ça, qu'on oublie un certain nombre de choses que notre vie moderne nous a un peu contraints à oublier ou être dans une certaine obscurité, mais heureusement on est dans une période où on est en train de redécouvrir, peut-être parce qu'il y a ce négatif, on cherche des solutions. Donc forcément, avec cette harmonisation, on cultive cette joie de plus en plus. Cette joie, cette conscience, on devient de plus en plus nous-mêmes au sens où, ben oui, on va s'ouvrir à des choses qu'on ne perçoit pas comme ça d'emblée, à des énergies qu'on ne connaît peut-être pas comme ça d'emblée, et à des messages. Il y a de l'intuition. L'intuition qui est une connaissance dans l'ici et maintenant. Et quand on reçoit ces messages intuitifs et quand on développe ça de plus en plus avec ce type de science et de connaissances védiques, là, il n'y a pas de doute. On sait. Hein, on sait et ce sont des petits cailloux blancs pour nous aider dans notre vie qui peut être parfois très compliquée. Oui, mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Je ne sais pas si solution c'est le meilleur des mots, mais il y a toujours... On avance. Voilà, on est ici pour apprendre et pour avancer. Et à partir du moment où on admet ce préalable, eh bien, toute expérience, elle est utile. Il y a certaines sciences ou certains savoirs qui nous aident. Et le Vastu Shastra, une fois qu'on vit dans un lieu qui est corrigé ou qui est bâti selon ces règles-là, là, c'est vraiment une chance magnifique de baigner dans ces énergies qui vont favoriser cette conscience. Ben c'est sur ces derniers mots très positifs qu'on va se quitter. Merci en tout cas. Ben merci à vous, c'était très intéressant. Et ma maison, est-ce qu'elle est... C'est plutôt pas mal, il faudrait que je me branche autrement, hein, parce que... mais je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, il y a forcément des choses à corriger, parce qu'on le fait systématiquement dans tous les lieux, mais j'ai rien ressenti de négatif. Bon, merci beaucoup Anne. Namasté. Namasté.